cette histoire de Teva aurait eu au moins un avantage. C'est qu'au sein des régions, au sein de chaque région, les gens ont commencé à parler un petit peu ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude au niveau de la TE, des athlètes, des gens de compétition. Et ce combat-là, entre guillemets, aura eu au moins cet avantage-là. On aurait eu un deuxième avantage, c'est qu'avec le manque d'informations qu'on a eu, on a été obligé d'aller en chercher. Et on cherchait un petit peu beaucoup au niveau de l'Europe, au niveau des lois françaises, au niveau de comment c'était structuré. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on est vraiment très en difficulté dans cette filière. Je pense que dans notre région, on a eu pas mal de chance. Comparé à d'autres régions, je veux dire, je me suis occupé de la coordination de toutes les régions de France, et je pense que chez nous, ça a plutôt pas mal fonctionné. On a eu la chance de pouvoir fonctionner avec toutes les institutions, plus ou moins bien, tout est critiquable, c'est évident. Hein. Je pense qu'on a eu Philippe Buisine, qui est représentant régional du GHN. Alors je pense que ça va être un secret pour personne, Philippe, c'est pas obligatoirement quelqu'un de belliqueux, c'est pas quelqu'un qui part à la guerre immédiatement, c'est quelqu'un qui se met assez en retrait et qui n'est pas obligatoirement révolutionnaire dans l'âme. Par contre, c'est quelqu'un de fidèle, de discret et qui mène son action sur du long terme. Et je pense que sa part dans le combat en Rhône-Alpes a été très importante. On a eu Michel, qui est aussi du GHN. Lui est beaucoup plus éparpillé, plus révolutionnaire dans l'âme. Mais c'est aussi quelqu'un de très passionné. Et je pense que ses interventions, que ce soit à la manifestation de Paris, ou que ce soit pour aller voir les colonels de la gendarmerie à Annecy, ont toujours été les bienvenus. Je pense qu'au niveau de la fédération, dans notre région, ça s'est aussi plutôt pas mal passé. Tous les présidents, alors en tant que président Yves Tourvieille, en tant que président du Creux, a un droit de réserve, et c'est évident qu'en ayant des mots d'ordre venant de Serge Lecomte 3 jours avant la journée de mobilisation régionale, il était un petit peu mal barré pour pouvoir prendre des positions tranchées. Par contre, c'est la même chose, il a beaucoup, entre guillemets, œuvré pour ce combat-là. Et surtout, tous les CDE, la journée du 11 décembre, la mobilisation qu'on a eue sur toute la région, a été un grand succès. Il y a eu les collectifs. Alors, je pense que les recordman de France des mobilisations, c'est le collectif 0726. Je pense que là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Il y a eu la Rogessienne, qui a eu la plus petite horde de France. Je veux dire, on est 19 centres équestres. On a eu l'avantage de rassembler à 100% de tous nos professionnels chez nous. Je veux dire, c'était la plus petite structure de France, mais on a pas mal bougé aussi. Il y a eu les individualités comme Thierry Borne. Alors je veux dire, le combat de Thierry, il est autre que l'équitaxe. Il a défendu des choses plus politiques et plus grandes, mais je pense que ses actions en tant que personnalité ont été assez claires vis-à-vis de sa fonction de président de centre équestre. Est-ce que toutes ces actions-là, qu'elles soient en tant qu'institution ou en tant qu'individualité, sont critiquables? Oui. Je veux dire, il n'y a que ceux qui font rien qu'on ne peut pas critiquer. C'est évident qu'à chaque moment, chaque institution doit prendre ses responsabilités, doit prendre des décisions, et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, on peut toujours taper sur la tête des gens qui font quelque chose. Ça, c'est un constat dans tous les combats. Maintenant, on doit constater une chose, c'est que l'instruction fiscale telle qu'elle est, elle est bien là, elle est présente. Je veux dire, on n'a pas d'autre choix que de la prendre en considération. Sur le principe, elle est très critiquable, elle est très compliquée à mettre en place, c'est une évidence. Je pense que le côté commercial du GHN, de petit frère, 2 tiers, 1 tiers, c'est trop simplifier la donne, et il y a tout un tas de démarches qui doivent être faites à titre individuel pour essayer de réfléchir les choses. Pour revenir très rapidement là-dessus, ça a été très longuement débattu. En tant que coordination nationale, on la critique principalement pour cette attribution, cette ventilation de 2 tiers, 1 tiers d'une manière systématique, qui est absolument négative. Et on la critique pour une deuxième chose, c'est comment veut-on aller renégocier à l'Europe en commençant par leur mentir. Je veux dire, le fait d'occulter
la cavalerie et le cheval pour une différenciation de législation entre l'Europe et la France, mais où va-t-on? Vous croyez qu'ils vont vous faire des cadeaux après par la suite? On commence par leur mentir par omission, et après ça on va aller discuter avec eux pour qu'ils mettent toute la filière à 5,5. Quelque part il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je pense qu'on va être très mal barré d'aller discuter là-bas à partir du moment où on commence à d'ores et déjà leur mentir. Alors, d'une part, au jour d'aujourd'hui, l'Europe n'a pas du tout statué si cette instruction fiscale leur convient, et étant en phase électorale, ils vont se retrouver de toute façon à buter le problème en touche au jour d'aujourd'hui. La coordination nationale a décidé de se mettre en place principalement à cause de ça. La liste des adhérents, alors les statuts ont été déposés la semaine dernière et la liste des membres est maintenant présente. En tant que trésorière, alors on est tous là en tant que bénévoles, c'est évident, c'est une association loi 1901. On est tous là pour passer du temps, de notre argent, de notre passion, pour essayer de faire avancer les choses. On est là à titre personnel et pas en tant que fonction. Je veux dire, il faut bien faire le distinguo. Il y a des gens dans ce bureau qui ont des fonctions importantes et qui ne peuvent pas parler en tant que fonctionnaires, mais ils ont décidé d'être parmi nous. Donc au niveau de la trésorière, on a Corinne Sittard qui est connue dans la région. Je veux dire, elle est CDE de l'Ardèche, c'est pas un secret pour personne. Elle est à la base du collectif 0726, elle est à la base du CRAP et elle a fait beaucoup de choses pour cette association. En trésorière adjointe, on a une dame qui vient de Normandie, qui est Catherine Cablan. Alors Catherine, c'est quelqu'un qui est cavalier amateur. Sa fille est dans le milieu des courses, elle est très impliquée dans le milieu des courses. Elle est entre autres vice-présidente de la MSA de la Normandie. Et elle a un rôle syndicaliste au niveau des prud'hommes. On a deux secrétaires adjointes, Virginie Arnois qui vient aussi de Normandie, qui est présidente et fondatrice d'une société de communication, c'est une ancienne attachée de presse, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui va être communication pour nous. C'est une cavalière amateur qui a les chevaux chez elle, par contre qui connaît assez bien toute la région, toute la filière des chevaux. Valérie Barnaby qui vient de Val-de-Loire, c'est une co-gérante d'un gros centre équestre. Elle est bien intégrée au niveau de sa région et elle va aussi œuvrer dans ce sens-là. Dominique Basten qui est secrétaire, qui vient de la Lorraine, elle a une formation de juriste, elle a été magistrate, donc elle connaît assez bien le système des lois quand même. Elle est présidente d'un petit poney club de Nancy, elle est CDE de la Meuse, et elle a pas mal de contacts politiques par tout ce biais-là. Après ça, on passe au vice-président, ils sont au nombre de 4. Guillaume Le Goupil, qui est de la famille Le Goupil en Normandie, qui est assez connu. Un des frères est speaker sur pas mal de concours. Un autre des frères est constructeur international de concours complets. Lui, le troisième des frères, c'est lui qui s'occupe du centre équestre familial et il est très intégré déjà et au niveau élevage et au niveau de toutes ces choses-là. On a Olivier Vreuil, qui est de Poitou-Charentes, qui a un gros club à La Rochelle de 120 chevaux, que de l'instruction de poney club et d'instruction de club. On a Michel Groben, qui est CDE de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas du tout professionnel mais qui a une grosse entreprise. Sa fille vient d'ouvrir une installation et installée aussi dans la Lorraine. Stéphane Dubois qui est dans le milieu des courses. Sa fille monte à poney et il vient de découvrir l'équitation. Par contre, c'est le 7e éleveur au niveau français des chevaux de course arabes. Plusieurs de ces chevaux ont gagné des groupes 2 et ils nous ouvrent pas mal de monde des courses. Voilà la constitution du bureau. Au fur et à mesure qu'on a découvert ce qui se passait au niveau de la défense, on s'est rendu compte qu'on était assez démunis. En 2002, on a eu la chute des haras nationaux, on a eu la chute de la FIVAL,
Et on s'est retrouvé par ce biais-là pas mal démunis au niveau de la défense de la filière. Pour faire un bref retour en arrière, on vous en a parlé tout à l'heure, en 2007, l'origine de cette problématique TVA était un recours de l'Angleterre vis-à-vis des courses. C'est tout à fait vrai, c'était vis-à-vis de la TVA exportable. On se rend compte que ça a été transformé et qu'on se retrouve, nous, attaqués par ce biais-là. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que la loi qu'on demande d'appliquer au niveau de l'Europe, elle a été votée par l'ensemble de nos gouvernements européens. Et ça a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on demande au jour d'aujourd'hui d'appliquer une loi européenne qu'on a agréée. Je veux dire que ça, c'est une vérité pure et dure aussi. On se rend compte aussi qu'il y a quelques années, l'acte d'élevage a été tranché par les syndicats des courses comme étant arrêté à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que le syndicat des courses a été dire qu'après l'âge de 3 ans, l'acte d'élevage était fini, ce qui est une vérité au niveau des courses. Par contre, au niveau du loisir et au niveau du sport, c'est loin d'être le cas. Je veux dire, toute la filière SHF est normalement pour essayer d'emmener un acte d'élevage beaucoup plus loin que ça. Et c'est une des raisons qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une problématique. Il y a le fait qu'au niveau européen, ça a été voté par tous les pays, dont la France. Il y a le fait que l'acte d'élevage soit reporté beaucoup plus tôt par rapport à tout ça. Alors, on a fait pas mal de démarches. On a été démarché la CGPME, qui est un des grands syndicats des petites et moyennes entreprises en France. On a été démarcher la filière de la viande, la filière du bois, pour essayer de voir comment eux, ils se défendaient. Quel pouvait être, entre guillemets, le plan de défense d'une manière différente de notre filière, ce qui est pour l'instant en place, et de comment les autres se défendaient pour essayer de s'en sortir. Parce que c'est vrai qu'au niveau du climat de confiance vis-à-vis des politiques actuellement, on est assez en difficulté. Une des choses qui n'a pas été expliquée tout à l'heure, c'est que ce qui avait été signé en 2012 par les mêmes gouvernants, ils ont été complètement retour 12 mois après. Au moment où Louis Sago a présenté les écrits à M. Le Foll lui a dit « Mais quel est le connard qui a écrit ça ?» Il n'a pas dit « connard, rassurez-vous. » Mais quel est le con qui a écrit ça? Quand il a vu que c'était lui, il s'est retrouvé un petit peu emmerdé. C'est des gens qui ont l'habitude de signer des choses, et puis de toute façon, quand ils sont partis dans une idée qu'ils aillent faire l'inverse, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Effectivement, notre filière est en grande difficulté par rapport à sa défense. C'est une évidence. On va parler de la situation actuelle. Si on regarde le plan de défense, on a les syndicats des courses. Alors c'est une filière qui est majeure, qui est très indépendante, financièrement, très mature dans sa manière de voir les choses. Par contre, elle a tendance à tirer énormément la couverture de son côté, c'est une évidence. On a la FNC. La FNC, c'est une branche de la FNSEA. Je vais parler des principaux et essayer d'aller au plus vite. On a le GHN qui représente en tant que syndicat pour l'instant toute la filière, ou une partie de la filière. Et on a la Fédération française qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas un syndicat, a quand même pris beaucoup de décisions dans ce combat-là. C'est trop facile de dire au jour d'aujourd'hui on n'est pas un syndicat, alors que d'une part on a financé le plan de défense, secondo, on a donné des mots d'ordre qui étaient très clairs quand même. À partir de ce moment-là, c'est évident qu'on ne peut pas vous botter en touche. Si on voulait comparer à la filière bois est très simple. C'est défendu en amont par les producteurs et c'est défendu en aval par les transformateurs. Toute la filière est comprise dans ces deux termes-là. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on regarde, nos producteurs, c'est nos éleveurs. C'est sûr qu'ils sont divisés en X races, qui sont divisés et qu'ils ont du mal à parler ensemble. Je veux dire, si on a envie de simplifier un petit peu les choses, il y a deux types d'éleveurs. Qu'on élève des ânes, qu'on élève des chevaux de course, c'est égal, il y en a deux types. Il y a les professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui cotisent et qui retirent la majorité de leurs revenus
de cette activité-là. C'est le seul moyen d'être classé professionnel. Deuxième type de producteur, c'est des gens qui cotisent de la même manière, qui payent leurs impôts exactement de la même manière, mais qui ne gagnent pas leur vie par ce biais-là. Au jour d'aujourd'hui, ils sont défendus par la FNC. Je veux dire, c'est une branche de la FNSEA. La FNSEA, ouais, ça fait 10 minutes que je parle, on en a promis 25. Hein. Quoi? Vas-y, 25. Ah ouais. Alors, je vais continuer. Vous m'arrêterez quand il sera temps. Là, je vais prendre la parole tout de suite. J'ai jamais dit 25 minutes, c'est hors propos. J'ai dit 15 minutes, pas plus tout à l'heure, Sébastien. Donc il faut respecter les engagements qu'on a pris réciproquement. J'ai un SMS de Yves Tourvieille qui me dit 25 quand il était en Guadeloupe. Il est là. Dire j'ai dit 25, je respecte ma parole, je vais passer en premier, la moitié des personnes sont sorties, ça va peut-être pas faire comme ça quand même. Hein. Je vais respecter ma parole, je te le promets. Non mais ça ne sera pas 25 minutes. Hein. Ouais. Autrement, non, je suis obligé d'arrêter, on a un timing à faire avec... c'est aussi important d'écouter lui que d'écouter ce que j'écoutais avant. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas l'objet de la réunion. Il nous a demandé d'intervenir, on lui a accordé un temps de parole, il faut respecter le temps de parole. S'il savait... Moi je suis venu parce qu'il y a 25 minutes à parler. Eh bien, il peut continuer à parler dans le hall, on l'autorisera tout à l'heure. Tu veux écouter Sébastien, tu peux le faire sans Bernard. Non, il ne faut pas exagérer. Hein. Personnellement, je pense moi, j'ai accordé un temps de parole et j'en resterai à ce que j'ai demandé. Donc, Alors, je vais parler très vite. Il n'y a pas de parole, s'il vous plaît, pour l'instant, on termine avec Sébastien. Et vous aurez la parole éventuellement après. Non. Comment? Ah oui, on lui a demandé un temps de parole parce qu'il nous l'a demandé. Fort gentiment, on est d'accord. Il ne s'agit pas maintenant de terminer. Voilà. En avant. Non mais si vraiment ça se passe Content. parce que j'ai jamais avec de certaines Je vais aller personnes, très vite. même pas de parole. Je vais aller très vite. Voilà. Je vais aller très vite, rassurez-vous. Sur le principe, ce plan de défense-là, au niveau des producteurs, il est très clair. Au niveau des transformateurs, il suffit de défendre un métier et non pas une profession. Le syndicat, le rôle de syndicat du GHM, il est corporatiste. Qu'est-ce que c'est corporatiste? C'est la défense d'une profession contre l'ensemble de la filière. C'est évident qu'il faut placer le débat un petit peu différemment. Si on regarde tel que c'est fait, je vais essayer d'aller très vite, on se retrouve avec, la semaine dernière, une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, correspondant aux auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, le 1er janvier 2015, repartent vers la micro-entreprise. Mercredi, une commission sénatoriale recevait les syndicats au niveau de l'impactation sur les réformes scolaires. Qui était présent? Pas le GHM. Est-ce qu'on n'a pas crié assez fort que les réformes scolaires nous mettaient en difficulté? Non, le GHM n'a pas été reçu. Je veux dire, on a parlé de la petite danseuse qui est du club de danse, c'est tout. La réunion avait lieu mercredi. Est-ce que c'était pas le rôle du GHM d'être là-bas? Je pose la question, je laisse la question en débat. Il est évident que le rôle de la fédération qui fait pousser les choses dans ce sens-là, entre guillemets, est tentaculaire et met en difficulté l'ensemble des choses. Au niveau de la coordination nationale, c'est une association loi 1901. On va se structurer au niveau des régions. On va faire avancer les choses dans ce sens-là. Et on va ouvrir une cotisation qui sera de 10 € pour tout le monde. Les professionnels, les associations, les privés. On va essayer de faire avancer tout ça. On a pris pas mal de contacts. Que ce soit au sein, alors je parle toujours personne, de Bernard Morel qui fait partie de l'IFCE, que ce soit au niveau de François Lucas qui fait partie du CREF, qui était l'ancien président de la FIVAL, qui était l'interprofession mise en place, que ce soit Alexis Quignolet, que ce soit Bernard Lecourtois, que ce soit Fabrice Bossuit, que ce soit toutes ces choses-là, tout est parti pour qu'on puisse discuter. Notre position et notre observation de la filière, au jour d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. C'est une évidence. Est-ce qu'on détient toutes les clés? Non. Est-ce qu'on a envie de faire évoluer les choses et faire changer les choses? Je pense qu'on n'a pas si tort que ça. On a été démarché la CGPME, et la CGPME nous a dit « Ah, vous êtes les deuxièmes à venir.
Fédération française d'équitation est venue nous démarcher. On lui a répondu qu'une fédération sportive ne pouvait pas adhérer par ses statuts à ce qu'on faisait. Alors, effectivement, ça va gêner beaucoup de monde. Effectivement, on va essayer de nous faire taire. C'est une évidence. Je crois que on m'avait promis 25 minutes, j'ai peut-être très très mal compris. On m'avait promis de faire ça, j'avais demandé que ce soit fait avant, parce qu'il me semblait plus logique de parler de l'ensemble de la filière, de la TVA, au lieu d'avoir l'intervention de Sophie Dubourg, qui était très intéressante au demeurant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu haché comme discours. Alors oui, on met pas mal de choses en place. Au niveau de la région Rhône-Alpes, on vient de faire partir un courrier au niveau de l'organisation d'Équitalion pour les finales Coupe du Monde pour pouvoir avoir un stand. On aura tous les documents à ce moment-là pour pouvoir faire avancer les choses. J'espère qu'on sera bienvenu beaucoup mieux que la dernière fois. On a l'AXOP avec Jean-François Danton, qui est notre région, qui serait prêt à prendre en partie un stand avec nous. On a envoyé l'invitation à Alban Tissot, qui est aussi le président du dressage en France, donc il y avait des dressages en France. On va essayer de tenir ce stand-là, pour pouvoir vous faire avancer un petit peu nos idées. Alors, étant donné que j'ai pas longtemps la parole, je vais vite me taire parce que sinon je vais me faire lyncher. Sur le principe, les gens qui seraient intéressés à ouvrir des bureaux d'une manière régionale, c'est-à-dire le CRAF, au jour d'aujourd'hui, les statuts sont prêts. On a besoin de 4 personnes au bureau d'une manière régionale. Au niveau départemental, on a besoin de 2 personnes pour la représentativité des choses. On a exactement la même chose qui se font dans l'ensemble des régions que je vous ai citées tout à l'heure. On verra un petit peu quel positionnement prendront nos institutions en essayant de faire le mieux possible. Je vous remercie beaucoup. Parfait, merci. Je te rassure, on n'avait pas l'intention de te lyncher, enfin pas tout de suite. Voilà. Chaque chose en son temps. Bon, dernière intervention avant le break et avant les 2 AG conjoints creux